Salut Bénédicte, bienvenue sur le podcast Liberté d'être femme. Bonjour Marie-Laure. Je suis très 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 heureuse de pouvoir avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Et puis je vais commencer avec une question un peu rituelle. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase en dehors de ton poste aujourd'hui, tu dirais quoi te concernant? Sur le plan perso, d'accord. Écoute, je suis Bénédicte, donc Bénédicte Joubert. Je me définis comme une femme libre, hein, curieuse, profondément humaine. Je suis guidée par l'intégrité, qui est une valeur importante pour moi, la générosité, l'écoute et, euh, et l'envie constante de se tester des nouvelles expériences et d'ouvrir des nouveaux chemins pour moi et pour les autres. Si ça peut définir un peu le côté perso. Ouais, je sais que c'est difficile de se Oui, définir oui, autrement que je suis tatata, je m'appelle tatata, je suis mariée, pas mariée, j'ai des enfants, j'ai pas des enfants et je fais ça dans la vie. mmh. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on se présente, mais j'aime beaucoup la façon dont tu l'as fait. Je pourrais rebondir sur chaque mot, mais je vais pas le faire. Je veux juste quand même dire que tu as utilisé le mot libre, qui Ah oui, déjà est dans l'intitulé du podcast, hein, puisqu'il s'appelle mmh, Liberté d'être femme mmh. et qui pour moi revêt un sens extrêmement important et essentiel. Donc c'est une de mes valeurs les plus fondamentales. Donc voilà, je me réjouis d'entendre toutes ces valeurs qui vont égrener tes propos. Égrener, ouais, je sais pas si c'est juste, pas grave. Égrener tes propos aujourd'hui dans notre échange. Allez, on va commencer justement avec un message fort. Alors, tu l'as déjà un petit peu fait hein, dans ce que tu viens de nous dire, mais si tu avais une conviction forte que tu aimerais transmettre aux femmes qui nous écoutent, aux femmes et aux hommes d'ailleurs, je veux être aussi inclusive, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, justement, je vais rebondir sur, cette notion de liberté que l'on a manifestement donc en commun. La conviction, moi, c'est, rester libre, hommes et femmes, hein, rester libre et maître de votre destin et aligné avec vos valeurs, vos forces et vos désirs. Je vais, je vais illustrer par un conseil que je donne très souvent, autour de moi dans la sphère professionnelle ou privée, hein. C'est qu'il faut toujours, pour moi, c'est important, se créer les conditions d'être libre. Libre pour la parole, liberté de parole. Et ça implique que l'on soit suffisamment confiant en soi pour assumer s'il y a un souci suite à la liberté de parole. Donc très clairement, si on est mis de côté ou s'il y a une porte de sortie, hein, pour être très concret dans certains cas. Euh, et puis liberté économique, enfin liberté en tout cas, liberté de parole, pardon, et liberté de, 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 de partir, d'assumer un choix, de partir d'une société. Et ça implique aussi qu'on ne se soit pas créé trop de contraintes économiques. J'ai vu tant de gens qui, par des emprunts, des crédits, me disaient ah, je peux pas partir, je peux pas partir, je suis coincé. Bah, c'est dommage. Voilà. C'est donc pour moi, voilà, la conviction, c'est rester libre et se donner les conditions pour. Ouais, c'est très très intéressant. Alors, pas simple, hein, pas toujours simple J'ai à pas dit que mettre en c'était simple, œuvre. mais ça se prépare. Hein, Oui. voilà. Mm. Oui, on reviendra d'ailleurs j'imagine, sur ces aspects-là quand on parlera de développement personnel, de formation et on en parlera plus loin. Mm. Euh, Tu dis souvent que la vie est une aventure. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Euh, alors la vie professionnelle et personnelle, hein, Mhm. Ouais. est une aventure pour moi parce elle est imprévisible. Elle est pleine de défis, d'opportunités, de découvertes. Et comme chaque aventure, bah, faut un minimum de courage, de préparation parfois, d'adaptabilité et une bonne dose de confiance. Euh, J'adore, il y a une citation de Paulo Coelho que tu connais sans doute. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Oui. Effectivement, Mais c'est une très belle phrase. Je non, partage ton avis. D'ailleurs, petit clin d'œil personnel, quand j'ai terminé mes études, donc je suis docteur en physique, mais d'accord. j'ai pas voulu aller travailler dans les laboratoires de recherche publique parce que moi, ça me faisait peur et paniquer de savoir plus ou moins ce que j'allais faire dans les 40 prochaines années, c'est-à-dire d'avoir un parcours relativement linéaire, même si
on est d'accord qu'il y a des changements, mais ils ne sont pas non plus forcément majeurs. Donc voilà, j'ai préféré aller dans le privé avec toutes ces insécurités, et même pire, après, créer une entreprise. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, ensemble, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus précis. On va parler, je fais une petite annonce un peu pour qu'on voit où on va en venir toutes les deux. Donc, on va parler de leadership et de changement de cap. Donc, un point important pour toi, hein, les changements réguliers de secteur, mais tu vas aussi expliquer ça. On va parler d'un autre sujet qui est très très important pour toi, l'aspect réseau, entraide. Et la sororité, c'est aussi une des valeurs, une de mes valeurs fortes, et puis une de celles, bien sûr, que j'ai beaucoup insufflé dans le podcast. Et on parlera du côté formation continue, au cours de sa carrière, développement personnel. Voilà, donc on va rentrer dans chacune de ces thématiques ensemble. Avec plaisir. Alors, on commence par cet aspect changement de cap que j'ai évoqué juste avant. Donc, tu as changé de secteur plusieurs fois dans ta carrière. Même plein de fois, je crois. Pourquoi c'est important pour toi? Alors déjà, je préciserai en premier lieu que c'est un choix, un choix volontaire, pas une contrainte, que je me suis imposé toute seule, de ne jamais aller chez un concurrent direct, par respect pour mes anciens employeurs, mes anciens collaborateurs, et pas déconstruire en quelque sorte ce que j'avais contribué à construire. Donc ne pas aller chez un concurrent direct, ça implique souvent de changer de secteur. Et la deuxième raison, tout autant personnelle, hein, c'est justement lié un peu à cet esprit d'aventure, c'est le goût de la découverte. J'ai besoin, moi, de me nourrir intellectuellement en me confrontant à des nouveaux enjeux sectoriels, des nouveaux modèles économiques parfois, des nouvelles cultures d'entreprise. Bref, en gros, progresser en me remettant régulièrement en zone d'inconfort, mais qui n'est pas sans de multiples bénéfices. J'imagine on le verra après dans la notion voilà, de formation, de coaching et autres, et de leadership. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on n'a pas précisé les types de postes que tu avais occupés. Peut-être que ça peut intéresser à ce stade les personnes qui nous écoutent. Peut-être que tu peux partager le dernier intitulé de poste que tu as eu ou globalement pardon. Globalement le type d'activité que tu as exercé. Oui. Si tu as... Alors, moi, ça fait 25 ans que j'évolue dans le domaine des services B2B, à des fonctions qui ont été au départ de direction marketing et commerciale, de direction de centre de profit, et puis depuis quelques années de direction générale. Donc quand je dis service B2B, et pour illustrer les différents secteurs auxquels tu fais allusion, j'ai commencé dans les télécoms, j'ai évolué ensuite chez Altran dans le conseil en business intelligence et conduite du changement. J'ai évolué après au sein d'une agence de communication événementielle, donc avec des collaborateurs totalement différents. Puis autre univers chez Sodexo, au sein d'une division spécialisée dans la restauration commerciale et le tourisme, avec des marques comme le Lido, les bateaux parisiens, le traiteur Le Nôtre, les restaurants de la Tour Eiffel, donc un magnifique portefeuille de marques. Et puis depuis 8 ans chez Samsic dans le Facility Management, donc pour piloter des contrats multiservices regroupant des activités autour de l'environnement de travail comme la propreté, la sécurité, l'accueil, les espaces verts, la maintenance technique, etc. Et concernant le changement de secteur, tu m'avais dit aussi que pour toi, c'était plutôt quelque chose qu'il serait bon que de nombreuses personnes fassent, enfin que tu conseillerais en tout cas, et que c'est plus bénéfique en termes de développement de carrière d'avoir ces changements de secteur réguliers, surtout quand on arrive à un moment avec une carrière avancée, puis qu'on se retrouve à devoir chercher un nouveau poste. Mhm. Il vaut mieux avoir changé à plusieurs reprises de secteur et puis du coup d'entreprise que d'avoir passé 25 ou 30 ans dans la même boîte sans en avoir bougé. C'est quoi ton avis sur cette question? Aujourd'hui, au regard des échanges que j'ai avec des cabinets de recrutement, je suis maintenant encore plus convaincue que effectivement changer de secteur est aujourd'hui beaucoup plus valorisé. Parce que je pense que ces transitions, enfin ces changements de secteur font évoluer dans sa manière de manager, j'irais même dans la posture de femme. Je m'explique. En changeant de secteur, on se met dans des zones d'inconfort.
On est obligé d'apprendre, de réapprendre des codes, des enjeux, des logiques économiques qui sont propres à un secteur. Et donc, on est forcé de devenir plus agile, plus fine dans sa lecture comment dire, de contexte et des personnes que l'on rencontre et auxquelles il faut s'adapter. Parce que c'est pas toujours la même chose que de travailler dans un secteur des CS2I avec des ingénieurs informaticiens, par exemple, et puis enchaîner avec des créatifs au sein d'une agence de communication. Donc, on doit s'adapter. Euh, on y gagne également dans l'enrichissement des styles de management. On va explorer donc différents univers, on va s'adapter. Enfin, ça reprend un peu ce que je viens de dire jusqu'avant, mais euh, voilà, on enrichit sa palette. Et puis, en croisant des différentes cultures sectorielles, on va développer une vision peut-être plus systémique. C'est-à-dire qu'on va... Aujourd'hui, je suis en mesure de proposer des solutions transverses, hybrides, innovantes, voilà, auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé en restant depuis 20 ans dans le même secteur. On va enrichir le fait de croiser les bonnes pratiques, les best practices, hein, de différents secteurs. Et puis, en tant que femme, parce que je sais que c'est un sujet comme le sujet du podcast, Elle te pose euh, des questions. je pense qu'en changeant, enfin, je suis en tout cas, mais ça n'engage que moi, hein, mais intimement convaincue que en changeant de secteur, on renforce notre légitimité, c'est-à-dire qu'on démontre à soi-même, parfois aux autres, notre capacité à nous imposer dans des milieux différents, parfois et souvent même très masculins ou très codifiés. Et donc, un des bénéfices, c'est que ça augmente notre confiance, notre autorité naturelle, et ça nous libère d'une sorte de recherche de validation extérieure que l'on a souvent. Ça déconstruit également des rôles genrés, c'est-à-dire que on, on va s'exposer à des normes de genre différentes d'un secteur à l'autre. Et par ce passage, on va prendre conscience de certains stéréotypes et on va apprendre à les déconstruire et à choisir plutôt sa propre posture plutôt que la subir. Voilà. Et puis, on développe, je pense, en tant que femme, une posture de leadership, j'ai envie de dire, authentique, Mhm. audacieuse, qui consiste plus à faire, mais à faire juste par rapport au contexte. Voilà. Donc, je pense que c'est une très bonne école d'agilité et un levier, comment dire, un levier de leadership, hein. Je pense que de changer de secteur régulièrement, quoi. Écoute, tu utilises un terme leadership authentique qui me parle particulièrement, parce que Ouais. c'est ce que je propose dans les entreprises, effectivement, via mes accompagnements, donc de développer un leadership qui est le sien, en fait, et pas celui qu'on a vu depuis des décennies, et où qu'on se sent obligé de respecter par les différentes injonctions qu'on peut entendre Mm, à la fois dans son éducation ou ensuite dans la suite de sa carrière. mm. Alors, donc on en est à parler de choses qui ne sont pas forcément faciles et qui demandent de se challenger. Il y a une jolie vue de l'Everest derrière toi. Ouais, bien vu. Donc toi, tu as gravi des montagnes. Alors tu m'avais cité le Kilimandjaro. Oui. Enfin, tu aimes l'escalade? Alors, je suis Oui. pas très bonne, hein, mais Ouais. je me suis frottée à de l'escalade vraiment accessible. Oui. Le Kilimandjaro est accessible. Il faut se Mhm. préparer, mais c'est voilà, c'est faisable, hein. Mais effectivement, c'était sur une idée. J'avais ma meilleure amie qui se marie au Kenya et je me suis dit, bah tiens, on va faire le Mont Kenya. Et puis, bah, quant à faire, la Tanzanie est juste à côté. Donc, allons faire le Kilimandjaro, quoi. Mais je suis passionnée également par le Népal et fascinée par les grandes ascensions. Et voilà, l'Everest n'est pas une fin en soi, c'est juste pour illustrer certains de mes propos selon lesquels on est tous face à certains types d'Everest. On a chacun notre Oui, Everest. Voilà. c'est vrai. Et quel lien justement tu fais entre ces expériences que tu as vécues en montagne? Parce que même si tu dis c'est pas les plus difficiles ou enfin moi personnellement je n'ai pas fait d'escalade et je sais que je n'en ferai pas. J'ai le vertige de toute façon. Ce n'est pas de l'escalade, c'est du trek, hein. C'est du Donc, trek, c'est pour ça que je d'accord. nuance. Alors bon, même enfin tout le monde ne fait pas ça et ça demande quand même. Tu dis il faut s'y préparer et puis bon, ça demande quand même un petit peu d'effort personnel et mental certainement. Quel lien tu fais entre cette expérience en montagne et puis ton parcours professionnel? Bonne question. Enfin, il y a beaucoup de liens. Euh,
Déjà, choisir de gravir une montagne, c'est là encore, je parlais de se mettre dans des zones d'inconfort. Quand on change de secteur, c'est se mettre hors de sa zone de confort parce que c'est c'est comment dire, c'est pas un chemin facile, mais voilà, on se met dans l'aventure. Après, ça implique qu'il y ait comme un nouveau poste, il y a une préparation, il y a une prise de risque, et il faut jongler entre intuition et stratégie. C'est-à-dire qu'il faut, dans une aventure, une expédition, il faut s'équiper, faut s'entraîner. Un nouveau poste, bah, il faut pareil, se préparer, se renseigner, évaluer les risques. Et puis, il y a toujours une part d'instinct dans le. On ne peut pas tout prévoir, professionnel ou dans l'aventure. On ne peut pas tout anticiper et il faut réagir. Après, dans la hiérarchie, ou comme dans l'altitude, plus on monte, plus c'est exigeant, hein. L'oxygène manque à partir certaine hauteur. Le Kilimanjaro, c'est 5895. On commence vraiment à manquer d'oxygène. Et si je fais le parallèle avec le monde professionnel, bah oui, plus on avance dans la hiérarchie, sans surprise, plus les défis se complexifient. Nouveaux environnements, nouvelles responsabilités. Du leadership parfois exercé dans l'incertitude. Voilà, ça, il y a un lien évident. Après, il y a des étapes, hein. Donc il y a une notion peut-être de rythme également sur lequel on peut faire un parallèle. Euh, on n'atteint pas une direction générale ou un sommet d'un coup, dans un même élan. Il faut s'adapter. Parfois, il faut redescendre aussi pour un peu mieux s'acclimater. C'est parfois aussi le cas en entreprise. Euh, et en tout cas, voilà, il faut prendre le temps de s'acclimater à un nouvel environnement, et de construire, de capitaliser sur l'expérience précédente. Et puis enfin, de manière peut-être encore plus symbolique, le sommet, c'est une satisfaction personnelle, hein, je ne vais pas m'en cacher, mais c'est pas une fin en soi. C'est comme le poste, hein, c'est un poste de DG ou autre, hein, n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, sont les étapes franchies et c'est pas la réussite visible, mais c'est plutôt de dire c'est un accomplissement, c'est un alignement, si je fais parallèle encore une fois avec le monde professionnel, un alignement avec qui nous sommes profondément, quoi. C'est une très belle expression, hein, un alignement avec qui nous sommes. Ah, le terme, je pense, va venir parce que pour moi, il est crucial ce terme d'alignement, quoi. Ouais. Bon, du coup, j'ai des questions plus sur le côté réseau maintenant, Mhm. comme on l'avait annoncé tout à l'heure. Donc, tu es toi-même active dans des réseaux professionnels. Oui, oui. Bah, tu peux peut-être que tu peux nous expliquer lesquels. Et puis après, la question, c'est pourquoi c'est pour toi un levier stratégique pour les femmes. Et je pourrais la répéter. Alors c'est vrai que j'ai toujours été active dans les réseaux. Déjà, les réseaux des alumni, ça c'est un inconditionnel. Quand on a eu en tout cas la chance et l'opportunité, je nuance, de faire des études. Euh, En tout cas, quand on a eu cette chance, il faut grenouiller, toujours un petit peu garder le lien avec sa promo ou l'école en général, parce que les alumni sont une formidable source de contact. Après, à chacun de mes postes, j'ai rejoint une association ou un cercle lié au secteur ou à la fonction. Donc, l'Association française de communication interne, les dirigeants commerciaux de France, ce peut être aussi des incubateurs de start-up dans lesquels on va faire un peu de mentorat bénévolement, ou des cercles parfois aussi tout simplement de loisirs, hein, où on croise bah, des personnes comment dire, avec lesquelles il peut y avoir des échanges constructifs sur le plan professionnel tout en étant dans une sphère de loisirs. Donc, le maître mot pour moi, de toute façon, c'est se faire plaisir, hein. Il faut absolument, quand on rejoint un réseau, se faire plaisir, sinon, à quoi bon? La vie est tellement courte. Euh, donc là, plus récemment, j'étais comment dire, dans un syndicat, le syndicat le CPMI, le syndicat des professionnels de l'immobilier et du facility management. Euh, et puis j'ai aussi, comment dire, je reviens aux alumni. Là, j'ai eu le plaisir de présider l'association des alumni de Rennes. J'ai fait une sub de co à Rennes pendant plusieurs années, et c'est un formidable réseau, quoi. Alors après, pour répondre à ta deuxième question, en quoi les réseaux sont un levier, et peut-être plus particulièrement pour les femmes, euh, je pense que ça aide à sortir de l'isolement. Alors déjà, en tant que manager, et encore plus en tant que femme, on est dans des environnements masculins, on est parfois isolé.
la solitude du manager de manière générale, quoi. Ça permet aussi d'accéder en échangeant avec des pairs dans le secteur ou des gens des mêmes fonctions dans d'autres secteurs. Ça permet d'accéder à des informations utiles, à des opportunités parfois de poste aussi, encore plus dans des, comment dire, à un niveau de la hiérarchie où les carrières se jouent souvent en off et où il n'y a pas d'annonce, quoi. Donc c'est absolument primordial. Ça permet également de prendre la parole, exister, s'affirmer, défendre une vision, sans attendre qu'on nous tende un micro dans un séminaire quoi, interne. Et puis cette notion de soutien, tu parlais de sororité dans ton podcast, mais se soutenir également entre femmes, quand on se voit dans des réseaux pour partager des clés, ouvrir des portes, bah, c'est hyper important. Donc pour moi, un réseau, c'est pas juste un carnet d'adresses, c'est vraiment un espace, j'ai envie de dire, de puissance partagée et de stratégie collective et de liberté regagnée. Moi, j'adore sentir cette liberté dans les réseaux que je côtoie, quoi. J'imagine que tu prends plaisir, prends plaisir à l'échange, que tu prends plaisir à créer du lien. Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas tous, comment dire, à l'aise dans les réseaux, mais ce qu'il faut que chacun comprenne, c'est que on a une place à, comment dire, à trouver, quelle que soit sa personnalité, extravertie, introvertie. Il y en a pour tout le monde, et il faut pas être timide. Il faut vraiment pas être timide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour franchir pour les femmes qui n'ont pas commencé à être dans des réseaux, il faut commencer par trouver des cercles dans lesquels elles vont trouver du plaisir. Voilà. C'est vraiment donc peut-être ce cercle de loisirs, hein, mais se mettre au mot, voilà, et désinhibe un petit peu les freins que certaines peuvent avoir, quoi. Oui, oui, je comprends. Et tu m'avais dit, pour toi, donc c'est ça, c'est ta philosophie hein, du réseau, c'est donner avant de recevoir, c'est fondamental. Oui. Tu peux nous partager une situation où ça a changé la donne, peut-être pour toi? Alors je pense à, comment dire, il y a quelques années, j'ai quitté une société de manière plus, comment dire, en négociant un départ pour dire les choses très franchement, mais c'était plus tôt que je ne le pensais. Et, j'en ai informé une ou deux personnes de mon réseau. Et en 2 semaines, j'ai reçu une cinquantaine de contacts par LinkedIn ou en direct, de contacts spontanés, justement issus des quelques réseaux dans lesquels je faisais partie, pour proposer un café, proposer un déjeuner, pour échanger sur mon futur projet. Et c'était vraiment trop tôt parce que je n'avais même pas encore pensé. Proposer des mises en relation et même des opportunités de poste avant même que j'ai encore une fois défini mon futur projet. Donc c'est gratifiant, c'est rassurant, ça rassure sur la nature humaine. On se dit voilà, on est entouré de belles personnes. Mais encore une fois, c'est pas non plus du hasard. Et je le dis en toute modestie, mais avec pragmatisme quand même. C'est aussi le résultat voilà, de ce credo que tu rappelais. Donner, il faut savoir donner avant de recevoir. Et de l'investissement que j'ai pu avoir moi-même en donnant des contacts, en aidant par des informations, par des tuyaux, certaines personnes dans les années qui avaient précédé, quoi. C'est une belle histoire et puis tu m'en as raconté une autre aussi, j'aimerais bien que tu la répètes ici. Une anecdote de solidarité entre femmes Oui, dans un environnement masculin. je crois voir ce à quoi tu fais allusion. Je pense que tu fais allusion à ce que je t'ai raconté sur un groupe de conseil, Mmh. donc il y a X années, où j'étais la seule femme dans une Oui, équipe d'hommes. C'est c'est ça, hein? mmh, Ouais. c'est ça. J'étais la seule femme au sein d'une équipe d'hommes, voilà, au milieu d'une dizaine d'hommes, avec voilà, une ambiance très très masculine, très machiste, et s'est posé la question du recrutement d'un nouveau manager, et ils ont décidé que ce serait une femme. Moi, ravie, hein, mais j'ai surpris effectivement des conversations internes pour dire, voilà, on va voir comment elles vont se comporter entre elles, en gros, se crêper le chignon pour ne pas tomber dans le stéréotype. Ça m'avait choqué à l'époque, et quand la personne est arrivée, cette jeune femme est arrivée, je me souviens l'avoir
alpaguer tout de suite, coincé dans mon bureau et en disant voilà la situation, ils attendent qu'on se crêpe le chignon, je te propose qu'on soit solidaires et on va cartonner et je ferai tout ce que je peux pour t'accueillir. Résultat des courses, 1 an plus tard, nous étions les managers avec les business units les plus rentables et les plus stables d'un point de vue turnover des équipes. Et elle est devenue ma meilleure amie depuis 20 ans. Voilà, j'aime ressortir cette anecdote en privé, mais puisque tu me proposes de le faire en public, voilà. C'est une très très belle histoire. Ça fait chaud au cœur d'entendre ce genre de choses, effectivement, d'avoir su retourner une situation. Et c'est vrai que je dis souvent que les femmes sont susceptibles de se taper dessus, mais souvent on va chercher à les monter les unes contre les autres. Donc, personnellement, j'ai plutôt des vécus de sororité, donc moi, ça me parle énormément. Je suis pas du tout dans une logique de jalousie féminine. Mais j'ai effectivement échangé avec pas mal de femmes et il y en a qui vivent beaucoup plutôt beaucoup. Ah, non, c'est bon, c'est revenu, j'ai cru que ça avait coupé. Il y en a qui vivent plus des situations effectivement ouais, de crépage de chignon, comme tu le dis, de jalousie, etc. Je trouve ça tellement dommage. Ben oui. Les femmes ont tellement à s'apporter les unes aux autres en se soutenant. On est tellement. Enfin, je trouve qu'on développe nos pouvoirs, nos capacités quand on est unis, en fait. Je suis d'accord. Oui, du coup, j'ai envie d'aller maintenant sur la partie formation, développement personnel, qu'on avait pas mal échangé dessus quand on a préparé cette interview. Oui. Parce que oui, donc je prépare la majeure partie du temps les interviews en échangeant avec mon interlocutrice avant. Tu m'as dit que tu avais investi dans le développement personnel depuis une quinzaine d'années. Oui. Très souvent d'ailleurs sur tes propres deniers. Alors on va peut-être déjà aller sur la question de l'investissement personnel avec ton propre argent. Donc voilà, explique-nous pourquoi tu as fait ce choix. Bien souvent. Déjà, les budgets formation dans les sociétés comment dire, sont souvent restreints. Et on peut pas avoir des formations tous les ans. Et puis, j'ai envie de dire, quand on a aussi la chance d'être manager, parfois, il vaut mieux allouer les budgets pour des strates inférieures qui peuvent en avoir plus besoin. En tout cas, on peut pas nous récupérer l'intégralité des budgets formation pour des formations assez coûteuses qu'il faut savoir laisser aux autres. Et puis, comme je disais en introduction, il faut rester maître de son destin. Donc, si on estime que, comment dire, on a besoin de formation, en tout cas pour moi, il ne s'agit pas de quémander ou d'attendre indéfiniment une formation sur tel ou tel sujet. Il faut se prendre en main. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire, justement, avec mes propres deniers, comme tu dis, pour me former régulièrement. Donc, j'ai fait le choix, par exemple, d'un MBA à l'âge de 38 ans, à HEC. J'ai fait le choix de formations plus ponctuelles, propres à des secteurs que je découvrais juste avant de les intégrer pour bien me former à ces secteurs. Ou plus récemment à Sciences Po pour devenir administratrice de société. Donc en fait, l'idée c'est de, de ne pas être dépendante du bon vouloir d'une direction RH et de garder ma liberté voilà, de progrès. Et donc, là, tu as cité plutôt le côté formation, mais tu as aussi donc, investi dans le côté de développement personnel. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choix-là? Et puis, comment tu as évolué? C'est venu au tout départ d'une situation compliquée, comment dire, professionnellement, où je suis allée voir un coach, à titre personnel, bien sûr, donc, et pour dire, voilà la situation, comment je peux m'en sortir, comment je peux me sortir de ce bourbier. Et puis, on a travaillé la situation, et de fil en aiguille, finalement, quand on commence on peut vite tirer la pelote hein, et dire ah bah tiens et comme on peut progresser sur tel sujet puis celui-ci en fait et tout est intimement relié
les sphères professionnelles et personnelles. Tout est intimement voilà, connecté et donc si on le souhaite, on peut progresser, on peut réfléchir sur soi-même et progresser, travailler en tout cas la posture pendant longtemps. Alors après, il peut y avoir des sujets vraiment très précis, très ponctuels, ce qui a été le cas, mais on peut aussi voilà, faire un travail sur soi-même pendant plusieurs années. Ce qui a été mon cas vraiment, et c'est passionnant parce que je vois aussi l'impact sur ma posture professionnelle. Je crois qu'on y reviendra dans tes questions plus tard, mais avec une posture plus de coach, enfin en tout cas de manager coach que de simple manager, quoi. Et parce que finalement, en se connaissant soi-même, on développe une acuité sur la compréhension de son environnement, des freins, des forces de chacun. Enfin, je pense qu'on devient plus, avec une meilleure acuité, oui, une meilleure compréhension, une meilleure sensibilité, voilà. Oui, effectivement, j'avais cette question parce que c'est vrai que j'entends de plus en plus parler du fait d'être manager et de coacher ses équipes. Du coup, c'était effectivement ma question. Tu penses qu'on peut apprendre à coacher ses équipes et comment est-ce que toi, tu t'y prends? Hmm. Alors, un manager peut, et j'irais même dire devrait apprendre à coacher ses équipes. En tout cas, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est une évolution naturelle du management, surtout dans des environnements complexes. Et, euh, et au départ, ce sont deux rôles pour moi différents mais complémentaires. Le manager, lui, il organise, enfin, en tout cas dans ma perception, il organise, il décide, il contrôle, il oriente. Le coach, lui, va peut-être beaucoup plus écouter, questionner, faire émerger. Euh, donc, comment je m'y prends pour répondre à ta deuxième question? J'essaye avec beaucoup d'humilité, hein, parce que je ne suis pas coach professionnel, hein, contrairement à toi. Euh, J'essaye d'écouter, mais écouter vraiment, consciemment, sans interrompre, sans interpréter trop vite, sans vouloir résoudre trop vite non plus la solution, enfin le problème à la place du collaborateur. Je, j'apprends à poser des questions qu'il faut réfléchir plutôt que diriger. J'essaye également de faire confiance, ce qui n'est pas facile toujours parce que quand on aime bien, voilà, quand on sait où est-ce qu'on veut aller, et bon, il faut apprendre à déléguer, il faut faire confiance à l'intelligence, aux ressources de l'autre. Euh, il faut aussi, ce qui est important, je pense, créer un espace de sécurité psychologique, c'est-à-dire que créer les conditions pour que chacun des collaborateurs ait la sensation euh, et vraiment les conditions de s'exprimer sans crainte, euh, d'expérimenter sans être jugé. Et puis après, il faut accompagner le développement. Et je pense, ce qui est quelque chose d'assez féminin, pas que, attention, je ne tombe pas dans la caricature, mais la culture du feedback constructif. Voilà. Oui. Mais c'est pas évident parce que on apprend, hein, et encore une fois, je suis pas professionnelle hein, du coaching, mais ce qui est intéressant, c'est d'accepter. C'est là où on progresse nous-mêmes hein, dans cette posture. Je pense qu'il faut accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Et je le dis d'ailleurs, quand je ne les ai pas, je le dis. Et c'est là parfois là aussi que je fais appel à des coachs extérieurs pour prendre le relais parce que je n'ai pas non plus toutes les clés hein, pour accompagner un collaborateur ou parfois le temps. Euh, et puis ça me fait travailler sur ma propre posture, hein, parce que des fois on est renvoyé à ses propres peurs ou ses propres automatismes, hein. Oui. Mais de toute façon, bon, même quand on est coach formé, il n'y a pas de perfection non plus, ça n'existe pas. Ce qu'on apprend principalement finalement, c'est à être, comme disait ma formatrice, un work in progress. En Ouais. fait, on n'a pas besoin d'avoir tout réglé dans sa vie pour devenir Mm. coach, donc pour devenir manager non plus. Et la seule condition, c'est de travailler régulièrement sur soi et d'accepter qu'on est sur un chemin de Mm. transformation. Mm. Et alors ça, c'est la bonne posture. Donc c'est la bonne posture pour un coach. Et donc je pense que c'est une bonne posture aussi pour un manager. Euh, de- Donc work in progress, c'est bien. ouais, je crois que enfin, cette formation, j'ai deux formations de coaching, une formation en coaching pur et puis, enfin coaching pur, non, coach from the heart, donc coaching depuis l'espace du cœur. C'est D'accord. spécifique. Et puis après, j'ai une formation en leadership transformationnel. Mais effectivement, dans les très nombreuses choses que j'ai apprises dans ma première formation, j'ai beaucoup retenu et je cite très souvent cette histoire de work in progress.
parce qu'elle est très déculpabilisante aussi. Oui, il faut développer, j'allais dire encore plus nous les femmes, davantage de bienveillance envers soi-même, hein. Oui, Davantage de bienveillance. Ouais. tout à fait. En tout cas, pour moi, un bon manager, il sait décider, mais un excellent manager, il sait aussi coacher, avec les limites que j'évoquais Oui. parfois, mais en tout cas, oui, c'est la posture de coaching est à développer, quoi, très clairement. Mais déjà, ne serait-ce que développer son sens de l'écoute, et donc déjà ça, et donc être capable d'écouter l'autre vraiment, sans juste être en train de préparer la réponse qu'on va lui faire. Mm, Et puis ensuite, effectivement, ne pas vouloir à tout prix être que orienté solution, mais laisser l'autre chercher ses propres solutions. Rien que ça déjà, qui sont des éléments essentiels de la posture du coach. mm. Je pense que ça changerait beaucoup de choses s'il y avait plus de managers qui avaient cette approche-là. Ouais, de la vraie écoute, l'écoute active, consciente. Oui. Ouais, je suis d'accord. En ce moment, tu es toi-même dans une phase de transition professionnelle. Comment est-ce que tu vis cette phase-là? Ce n'est pas la première, en plus. Très bien, mon capitaine. Je la savoure. Alors, je précise, je suis au tout début de cette phase de transition, euh, mais je la savoure. C'est pas la première, ce sera peut-être pas la dernière. Mais quand je dis je la savoure, c'est parce que pour moi, c'est une formidable opportunité de me poser, de réfléchir pour avancer dans mon prochain projet professionnel. Je suis déjà en contact avec des cabinets, et j'ai déjà constaté que ça a un petit peu, le projet s'est affiné avec deux, trois échanges. Ça permet également d'entretenir son réseau, de rencontrer des nouvelles personnes, euh, toujours donner et recevoir. Et puis c'est un temps aussi pour se nourrir intellectuellement. Enfin, moi, euh, je pense à des formations. La semaine prochaine, par exemple, je me forme sur du droit syndical et de la gestion de crise, qui est un sujet que j'ai moins travaillé moins eu l'opportunité de travailler dans mes précédentes expériences. Mais il y a pléthore également sur le web de webinars ou des conférences même dans Paris, gratuites. Donc, prendre le temps voilà, de se cultiver, c'est formidable. Et puis après, sans culpabiliser, il faut aussi savoir, et je le fais, m'accorder dans une moindre mesure un peu de temps pour moi et les miens, quoi. Oui, 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 tout à fait. On a eu tendance à oublier cet aspect-là, mais c'est très très bien de Faut le pas mentionner. s'oublier. Faut pas s'oublier non plus dans cette phase de transition. Faut pas culpabiliser de prendre un peu de temps pour soi de temps en temps, quoi. Tout à fait. Et est-ce que tu la vois, cette transition, différemment? Enfin, j'imagine, mais comment est-ce que enfin, en quoi elle est différente pour toi, peut-être, de situations précédentes que tu as vécues, que ce soit contraint ou choisi, hein? Bah, j'ai la sensation d'être encore plus sereine qu'avant. Euh, je suis, comment dire, l'avenir le dira, mais je suis très sereine sur la suite, que ce soit dans un mois ou dans 3 mois, 4 mois ou plus. Je prendrai le temps qu'il faut, mais je sais que je trouverai euh, ma prochaine opportunité de manière satisfaisante intellectuellement, humainement. Enfin, j'attends vraiment de faire voilà, j'attends à la fois le challenge intellectuel et les belles rencontres humaines qui me donneront envie de me dépasser dans cette nouvelle aventure, quoi. Je vais parler à une femme, allez, on va dire 45 ans, mais ça peut être plus ou moins, hein, Oui, mais merci. Oui. qui hésite à changer de voie. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qui se pose la question ouais, Mm. d'opérer un changement, peut-être de secteur d'ailleurs. J'essaierai de la rassurer. Euh, Si elle hésite, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Je lui dirais quelque chose du style, tu n'es pas en retard. 45 ans, tu n'es pas en retard. Tu es juste à un moment clé. Euh, Tu peux changer de voie. C'est pas une crise. C'est pas une fuite, hein. Mais autorise-toi à aller là où tu peux vraiment t'épanouir. J'ai envie de dire, c'est un moment clé
pour changer de posture, si tant est que ce soit le cas des personnes en face de moi, mais de ne plus chercher à plaire. C'est une opportunité de se dire, on se pose, on cherche plus à plaire, à prouver quelque chose, à correspondre à ce qu'on attend de nous. On n'a pas à tout savoir, tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, mais on a le droit, j'ai envie de dire le devoir envers soi-même d'écouter ce qu'on a, ce qu'on a vraiment au fond de soi, comme on vit, et d'appeler à être, voilà, d'écouter la petite voix qui est en soi depuis parfois peut-être très longtemps, mais voilà, d'être beaucoup plus soi-même, quoi, d'oser être soi-même, hein. Oui, écouter la petite voix de l'intuition plutôt que la voix de la Par peur, exemple, et des oui, blessures, ah bah, la peur prend tellement le dessus très souvent, c'est terrible. ouais. Faut se faire confiance. Ça m'amène à une question, un peu plus, philosophique, on va dire. Ouh là, vas-y. Non, non, c'est pas trop compliqué, mais c'est des sujets que j'aborde souvent, et qui m'ont beaucoup intéressée. C'est quoi pour toi, enfin, ta définition de la réussite? Peut-être comment tu la vois pour toi? Ouf. Alors la réussite, c'est pas, je sais pas, j'ai une métaphore de course à pied, je sais pas pourquoi, mais c'est pas Ouais. une ligne d'arrivée. Mmh. C'est pour moi une sensation peut-être, après chacun a sa définition, hein, il y a autant de définitions que de personnes, hein. Hem, c'est plutôt une sensation d'alignement. Je pense que, heu, je me dirais que j'ai réussi, si j'ai réussi à avancer, mais sans me trahir, en faisant des choix qui ont du sens, d'avoir eu un impact autour de moi, mais sans sans avoir renié mes valeurs, en me sentant à ma juste place. C'est pas dire, «J'ai réussi ça, ça, ça», cocher toutes les cases. C'est vraiment d'inventer mes propres critères. C'est quoi? Quels sont mes critères à moi de réussite et de les assumer pleinement. Après, pour une femme, c'est peut-être un peu particulier. C'est-à-dire, pour moi, la réussite pour une femme, c'est peut-être pas, en tant que femme tout court, c'est pas de prendre, c'est pas de prendre sa place, comme si on avait une place à prendre, c'est peut-être de la redéfinir. Encore une fois, c'est pas chercher à faire comme, c'est chercher à faire juste. Je sais pas si, je me fais comprendre? Et Pour moi, oui. Ça rejoint d'ailleurs cette histoire d'alignement que tu évoques depuis le début, hein. c'est ça. Voilà, c'est ça en fait finalement la réussite, c'est se sentir, à sa place, alignée, Par exemple, bien en en tant que fait. dirigeante, hein, c'est pas diriger forcément avec, clarté ou fermeté. C'est, enfin, comment dire? C'est pas diriger, pardon, avec force, hein. C'est diriger vraiment, avec clarté, pardon, fermeté si nécessaire, mais surtout sans renoncer à sa propre sensibilité, sans renoncer, à ses failles aussi, hein, qui peuvent, devenir des forces. Je pense à l'intelligence émotionnelle, notamment, heu, dans certains cas, quoi. C'est oser l'ambition sans chercher à s'excuser. C'est chercher à avoir de l'impact, mais sans dominer. Donc, c'est toujours entre 2, quoi. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment le maître mot, voilà, c'est d'être aligné avec soi-même. C'est vraiment ça en résumé, quoi. Ouais, être aligné avec soi-même pour pouvoir, vivre la vie comme une aventure. Oui, mais c'est un sacré challenge parce qu'on peut tellement parfois se perdre, en écoutant les autres, en se faisant pas confiance que, heu on n'est pas toujours aligné et quand on l'est, bah, faut en prendre conscience, il faut le savourer et puis il faut garder le cap, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, quoi. Un dernier message que tu aurais envie de transmettre, quelque chose qu'on aurait oublié ou que tu voudrais approfondir? Tu veux dire, à n'importe quel public, Bah, aux personnes qui nous écoutent, alors qu'ils sont quand même, je crois, majoritairement des femmes d'après ce que j'ai regardé, hein. Mais, voilà, ouais, c'est pour conclure, qu'est-ce que ouais, il y a une dernière petite chose que tu aurais envie de dire, de partager? peut-être de dire que, pour certaines, en tout cas, qui voudraient, j'imagine qui regardent ton podcast, peut-être reprendre le pouvoir sur Mmh. sa carrière, c'est pas une démarche de contrôle. Reprendre le pouvoir, en tout cas, c'est plus une démarche de reconnexion et j'ai envie de dire, dans les messages, c'est, peut-être de clarifier ce qu'on veut, pas ce qu'on attend de soi,
de nous-mêmes, pardon. Euh, de regarder son parcours avec fierté, pas avec retenue. Tu peux évoquer les peurs tout à l'heure, être bienveillante. Les réseaux, former son cercle de soutien, ça c'est vraiment important. Et puis d'assumer, de poser ses choix et d'incarner, puisqu'on parlait de réussite juste avant, d'incarner sa propre définition de la réussite. Voilà, c'est la réussite, c'est pourquoi pour vous, ben voilà, est-ce que c'est avoir de l'impact? Est-ce que c'est être libre? Est-ce que c'est de transmettre? Est-ce que c'est une paix intérieure? Voilà, donc à partir de là, redéfinissez les règles du jeu et jouez-les à fond et tout va bien se passer. Eh ben, merci Bénédicte pour tous ces partages issus de ton expérience, de ta propre évolution, que je trouve passionnante. Merci. Merci de cette opportunité de parole, qui est une première pour moi sur ce podcast. Donc j'espère que voilà, certains y trouveront deux, trois éléments, mais avec beaucoup d'humilité et sachant que chacun a son chemin, hein, chacune a son chemin. Chacune a son chemin. Et je peux te dire que toutes les femmes qui sont passées ici ont toutes exprimé les mêmes doutes. Alors, j'ai pas interviewé d'hommes, alors je peux pas faire de comparatif et puis je vois pas l'intérêt, mais ça c'est pour le petit clin d'œil. Mais voilà, toutes les femmes qui sont passées ici ont eu à cœur de vouloir partager des choses importantes et se sont inquiétées que leur message puisse ne pas être suffisant. Alors, voilà. Voilà, encore une constante. Encore une constante, ou alors c'est moi Il y qui a me encore suis du chemin à faire, voilà. encore du chemin à faire, mais écoute, globalement, j'ai toujours eu que des bons retours sur le podcast, donc je suis sûre Bon, que ce que tu as à dire rejoindra la longue file des, des conversations passionnantes. en tout cas, merci à toi et pour ce que tu fais et belle continuation, quoi. Merci Bénédicte. Au revoir, Marie-Laure.